La responsabilité est un concept fondamental qui structure nos relations sociales et notre compréhension de l'action humaine. Explorons sa définition générale et ses implications profondes. Dans son sens courant, la responsabilité signifie assumer les conséquences de ses actes et être tenu pour l'auteur d'une action et de ses effets. Par exemple, un conducteur responsable d'un accident doit en répondre devant la loi. Cette situation illustre parfaitement comment la responsabilité lie l'action à ses conséquences juridiques et morales. Étymologiquement, le terme responsabilité vient du latin responder, qui signifie répondre de, être redevable. Cette origine révèle la dimension fondamentale de réponse et d'engagement que contient ce concept. La responsabilité implique donc la capacité de répondre de ses actes à trois niveaux. Devant soi-même, par notre conscience morale, devant autrui, dans nos relations sociales et devant une instance supérieure, qu'elle soit juridique, religieuse ou éthique. Cette définition générale de la responsabilité soulève des questions complexes que nous explorerons dans les sections suivantes. Quand sommes-nous vraiment responsables? Comment mesurer notre part de responsabilité? Ces interrogations nous mènent vers une compréhension plus nuancée de ce concept fondamental. En résumé, la responsabilité dans sa définition générale unit deux dimensions essentielles. Assumer les conséquences de nos actions et avoir la capacité de répondre de nos actes devant différentes instances. La liberté constitue une condition essentielle et fondamentale de la responsabilité. Cette relation intrinsèque entre liberté et responsabilité forme l'un des piliers de la philosophie morale et juridique. Un adage philosophique fondamental énonce que si je ne suis pas libre, je ne peux être tenu responsable. Cette maxime révèle la nature conditionnelle de la responsabilité. Pour comprendre cette relation, examinons les situations où la liberté est compromise. Une personne sous contrainte, manipulée ou contrôlée, ne peut exercer pleinement sa responsabilité. Plusieurs catégories de personnes illustrent cette limitation de la responsabilité. Un enfant trop jeune ne possède pas encore la maturité nécessaire pour comprendre pleinement les conséquences de ses actes. De même, une personne sous contrainte majeure, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale, voit sa capacité de choix libre considérablement réduite, limitant ainsi sa responsabilité. La véritable responsabilité émerge donc de la liberté authentique. Emmanuel Kant développe cette idée en soulignant que la responsabilité morale repose sur l'autonomie de la volonté. Selon Kant, pour être véritablement responsables, nous devons agir selon une maxime que nous pourrions vouloir voir devenir une loi universelle. Cette capacité d'universalisation présuppose notre liberté de choix. En synthèse, la responsabilité et la liberté forment un couple indissociable. Sans liberté de choix, il ne peut y avoir de véritable responsabilité. Cette relation fondamentale guide notre compréhension de l'éthique et du droit. La responsabilité morale constitue une dimension fondamentale de l'éthique, engageant notre conscience et notre devoir tant envers autrui qu'envers nous-mêmes. La responsabilité morale se distingue par son appel à notre conscience intérieure. Elle nous demande de répondre de nos actes non seulement devant la société, mais aussi devant notre propre sens moral. Cette responsabilité morale s'articule autour de deux dimensions essentielles. Le devoir envers soi-même, qui nous appelle à l'authenticité et à la cohérence, et le devoir envers autrui, qui fonde notre engagement éthique dans la société. Prenons un exemple concret pour illustrer cette responsabilité morale en action. Considérons l'acte de dire la vérité, même lorsque cela nous coûte. Cette situation illustre parfaitement le conflit entre nos intérêts immédiats et notre devoir moral. Malgré les risques de blesser autrui ou de subir des conséquences personnelles, la responsabilité morale nous appelle à choisir l'authenticité. Cette conception de la responsabilité morale trouve un écho particulièrement puissant dans la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre. Pour Sartre, la responsabilité morale revêt un caractère absolu. Selon lui, nous sommes entièrement responsables de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, même lorsque nous faisons face à des contraintes extérieures. Cette vision se cristallise dans sa célèbre formule « Nous sommes condamnés à être libres ». Cette phrase paradoxale exprime l'idée que notre liberté n'est pas un privilège, mais un fardeau inévitable qui nous oblige à assumer pleinement nos choix.
Sartre va plus loin en affirmant que choisir, c'est s'engager et engager l'humanité entière. Chaque décision morale que nous prenons devient un modèle universel, car en choisissant pour nous-mêmes, nous définissons implicitement ce qui devrait être choisi par tous. La responsabilité morale nous révèle ainsi notre condition humaine fondamentale. Être conscient et libre, nous portons le poids de nos choix, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'humanité tout entière. Cette responsabilité, loin d'être une contrainte, constitue le fondement même de notre dignité morale. La responsabilité juridique constitue l'un des piliers fondamentaux du système légal. Elle établit les conditions dans lesquelles une personne peut être tenue pour responsable de ses actes devant la loi. La responsabilité juridique implique d'être reconnu comme l'auteur d'un dommage ou d'une infraction, et de devoir en réparer les conséquences ou subir une sanction appropriée. La responsabilité juridique se divise en deux branches principales. La responsabilité civile, qui vise la réparation du préjudice causé, et la responsabilité pénale, qui impose une punition pour l'infraction commise. La responsabilité civile se concentre sur la réparation. Lorsqu'une personne cause un préjudice à autrui, elle doit compenser le dommage causé, généralement par des dommages-intérêts financiers. La responsabilité pénale, quant à elle, vise la punition. Elle sanctionne les comportements qui portent atteinte à l'ordre public et peut entraîner des peines d'emprisonnement ou des amendes. Pour qu'une responsabilité juridique soit établie, trois conditions essentielles doivent être réunies. Examinons ces conditions fondamentales qui déterminent quand une personne peut être tenue légalement responsable. Première condition, la capacité de discernement. La personne doit être capable de comprendre la nature et les conséquences de ses actes. Cette capacité peut être altérée par l'âge, les troubles mentaux ou d'autres facteurs. Deuxième condition, la liberté d'action. La personne doit avoir agi de son plein gré, sans contrainte physique ou morale excessive. Cette liberté est essentielle, car on ne peut être responsable d'actes commis sous la contrainte. Troisième condition cruciale, le lien de causalité entre l'acte et le dommage. Il faut démontrer que l'action de la personne a effectivement causé le préjudice. Ce lien peut être direct ou indirect, mais il doit être établi de manière certaine. Ces trois conditions forment un ensemble indissociable. L'absence de l'une d'entre elles peut conduire à une irresponsabilité ou à une responsabilité atténuée, comme dans les cas de minorité, de maladie mentale ou de contraintes majeures. La responsabilité juridique constitue ainsi un mécanisme essentiel de régulation sociale, permettant d'assurer la réparation des préjudices et la sanction des infractions, tout en respectant les principes fondamentaux de justice et d'équité. Nous abordons maintenant une question fondamentale. Quelles sont les limites de la responsabilité individuelle? Cette interrogation soulève des enjeux philosophiques, psychologiques et juridiques majeurs. La première limite concerne le déterminisme. Si nos actes sont entièrement déterminés par des causes extérieures, peut-on réellement être tenu responsable de nos actions? Sigmund Freud a révolutionné notre compréhension de l'esprit humain en démontrant que l'inconscient détermine une grande partie de nos comportements, remettant en question notre sentiment de libre arbitre. Le modèle de l'iceberg de Freud illustre parfaitement cette théorie. La conscience n'est que la partie visible, tandis que l'inconscient, beaucoup plus vaste, influence nos actions à notre insu. Le droit reconnaît ces limites de la responsabilité individuelle. Il prévoit des cas d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité dans certaines circonstances spécifiques. Le concept de responsabilité atténuée est particulièrement développé dans les systèmes juridiques modernes, reconnaissant que certains facteurs peuvent diminuer la culpabilité sans l'éliminer complètement. En synthèse, la responsabilité individuelle trouve ses limites dans trois domaines principaux: les déterminismes naturels et sociaux, l'influence de l'inconscient et les circonstances exceptionnelles reconnues par le droit. Cette réflexion sur les limites de la responsabilité individuelle nous amène à questionner l'équilibre délicat entre liberté personnelle et déterminisme, entre autonomie et contrainte, au cœur de la condition humaine. La responsabilité ne concerne pas seulement les individus. Une question fondamentale se pose. Un groupe peut-il être tenu responsable collectivement? Cette question soulève des enjeux complexes.
Comment peut-on attribuer une responsabilité à un peuple, un État ou une entreprise? Ces entités collectives peuvent-elles réellement être tenues pour responsables de leurs actions? Un premier exemple majeur concerne les crimes contre l'humanité. Les tribunaux internationaux établissent la responsabilité collective de groupes, d'États ou d'organisations pour des génocides et crimes de guerre. Cette responsabilité dépasse l'individu pour englober des structures entières. La responsabilité écologique des États illustre parfaitement cette dimension collective. Les États s'engagent collectivement dans la lutte contre le changement climatique avec des objectifs précis comme l'atteinte de zéro émission nette d'ici 2050. Jonas étend cette responsabilité collective aux générations futures. Son principe de responsabilité exhorte à agir de manière à préserver la vie humaine authentique sur Terre. Cette vision transforme notre compréhension de la responsabilité en l'étendant dans le temps et l'espace. La responsabilité collective soulève des enjeux majeurs. Comment attribuer la responsabilité à un groupe? Comment coordonner les actions collectives? Et comment assumer notre responsabilité envers les générations futures? Ces questions redéfinissent notre compréhension de la responsabilité dans un monde interconnecté. La responsabilité est un concept complexe qui se manifeste à travers plusieurs dimensions interconnectées. Chacune de ces dimensions apporte une perspective unique sur notre obligation d'assumer les conséquences de nos actes. La première dimension est la responsabilité morale. Elle relève de notre conscience personnelle et de notre devoir éthique. C'est l'obligation d'assumer nos actes selon nos valeurs morales et notre sens du bien et du mal. La responsabilité juridique constitue la deuxième dimension. Elle implique l'obligation légale de réparer un dommage causé ou de subir une sanction. Cette dimension est encadrée par le droit et les institutions judiciaires. La troisième dimension est la responsabilité collective. Elle concerne la responsabilité partagée d'un groupe, d'une organisation ou d'une société. Chaque membre du collectif partage une part de responsabilité dans les actions du groupe. Enfin, la responsabilité future représente notre obligation envers les générations à venir. Cette dimension, développée notamment par Hans Jonas, nous invite à considérer l'impact à long terme de nos actions sur l'environnement et l'humanité future. Ces quatre dimensions de la responsabilité s'articulent et se complètent mutuellement. Elles forment un cadre conceptuel complet qui nous permet de comprendre la complexité et la richesse de ce concept fondamental en philosophie morale et politique. Cette synthèse des dimensions de la responsabilité révèle que nous sommes des êtres responsables à plusieurs niveaux. Individuellement par notre conscience morale, socialement par nos obligations juridiques, collectivement par notre appartenance à des groupes et temporellement par notre devoir envers l'avenir. Dans cette section, nous allons explorer en profondeur la définition de la responsabilité, un concept fondamental qui traverse toutes les dimensions de l'existence humaine. Le terme responsabilité trouve ses racines dans le latin responder, qui signifie littéralement répondre de quelque chose ou être redevable. Cette origine étymologique révèle déjà la nature fondamentale du concept. La responsabilité implique d'assumer les conséquences de ses actions. Elle exige d'être conscient de son rôle en tant qu'auteur de ses actions et de leurs effets sur soi-même et sur autrui. La responsabilité englobe trois dimensions fondamentales. La dimension morale, qui concerne notre conscience et nos valeurs, la dimension éthique, qui porte sur les principes universels, et la dimension légale, qui relève du droit et de la justice. Cette notion de responsabilité implique une relation directe entre nos comportements et leurs conséquences, comme l'illustre ce tableau qui montre comment chaque action entraîne des résultats spécifiques. La responsabilité nécessite également une capacité de répondre de ses actes devant différentes instances, devant soi-même par l'introspection, devant les autres par le dialogue social et devant une autorité supérieure par le respect des règles établies. En synthèse, la responsabilité est un concept multidimensionnel qui unit l'action, la conscience et l'obligation de répondre. Elle constitue le fondement de la vie morale, éthique et sociale, permettant à l'individu de s'inscrire pleinement dans sa communauté.
La responsabilité et la liberté sont intimement liées dans la philosophie morale. Nous allons explorer ce lien fondamental qui constitue la base de notre compréhension éthique. Le principe fondamental est simple mais profond. La liberté constitue une condition préalable absolue à la responsabilité. Sans liberté de choix, il ne peut y avoir de véritable responsabilité morale. Ce symbole illustre parfaitement l'interdépendance entre responsabilité et liberté. Ces deux concepts sont complémentaires et indissociables, formant un équilibre dynamique dans notre compréhension morale. Pour qu'une personne puisse être tenue responsable de ses actes, elle doit nécessairement avoir eu la liberté de choisir. Sans cette liberté de choix, la notion de responsabilité perd tout son sens moral et juridique. Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, a développé une compréhension particulièrement riche de cette relation entre liberté et responsabilité à travers son concept d'autonomie. Kant souligne que la responsabilité morale découle directement de l'autonomie de la volonté. Cette autonomie représente notre capacité à nous donner à nous-mêmes la loi morale que nous suivons. L'autonomie, selon Kant, signifie que nous ne sommes pas contrôlés par des forces extérieures, mais que nous sommes indépendants dans notre jugement et capables de nous diriger nous-mêmes. L'autonomie implique 3 éléments essentiels. Ne pas être contrôlé par des forces extérieures, maintenir l'indépendance de notre jugement et posséder la capacité de nous diriger nous-mêmes selon nos propres principes moraux. Cette autonomie nous permet d'obéir à la loi morale que nous nous donnons à nous-mêmes. C'est cette capacité d'autolégislation morale qui fonde notre responsabilité véritable. Cette conception kantienne révèle que la véritable responsabilité naît de notre capacité à nous imposer à nous-mêmes les règles morales que nous suivons. C'est cette autolégislation qui distingue l'action morale de la simple obéissance. En synthèse, nous voyons une progression logique. La liberté rend possible l'autonomie, qui à son tour fonde la responsabilité morale authentique. Cette chaîne conceptuelle constitue le socle de l'éthique kantienne. Cette compréhension du lien essentiel entre responsabilité et liberté nous prépare à explorer plus profondément les dimensions morales de la responsabilité dans la suite de notre étude. La responsabilité morale constitue l'une des dimensions les plus profondes de notre existence humaine. Elle engage notre conscience individuelle et notre devoir envers autrui et envers nous-mêmes. La responsabilité morale se distingue des autres formes de responsabilité par son caractère intime et personnel. Elle fait appel à notre conscience, cette voix intérieure qui nous guide dans nos choix éthiques. Cette image illustre parfaitement le conflit intérieur qui caractérise la conscience morale. Nous portons en nous des voix contradictoires, des désirs opposés, et c'est dans ce dialogue interne que naît notre responsabilité morale. La responsabilité morale implique un double devoir. D'une part, nous avons des obligations envers nous-mêmes. Être authentique, développer nos capacités, respecter notre dignité. D'autre part, nous avons des devoirs envers autrui. Respecter leur dignité, contribuer au bien commun. Jean-Paul Sartre radicalise la conception de la responsabilité morale. Pour lui, nous sommes entièrement responsables de ce que nous sommes et faisons, même face aux contraintes les plus sévères. Cette position existentialiste affirme que l'être humain est condamné à être libre. Sartre va plus loin en affirmant que choisir, c'est engager l'humanité entière. Chaque décision que nous prenons devient un modèle, un exemple de ce que devrait faire tout être humain dans une situation similaire. Notre responsabilité morale dépasse donc notre personne individuelle. La responsabilité morale ne s'exerce pas au hasard. Elle suit un processus réfléchi qui commence par la prise de conscience d'un enjeu éthique, passe par l'identification des personnes concernées, la recherche des faits, l'application de nos principes moraux, et se conclut par une décision et une action responsable. En synthèse, la responsabilité morale constitue le cœur de notre humanité. Elle engage notre conscience, implique nos devoirs envers nous-mêmes et autrui, et selon Sartre, nous rend absolument responsables de nos choix. Chaque décision devient un engagement pour l'humanité entière, nécessitant une réflexion éthique approfondie.
La responsabilité juridique constitue un pilier fondamental du système judiciaire. Elle établit les conditions dans lesquelles une personne peut être tenue légalement responsable de ses actes. La responsabilité juridique se définit par deux éléments essentiels. Premièrement, être reconnu comme l'auteur d'un dommage ou d'une infraction. Deuxièmement, devoir réparer les conséquences ou subir une sanction appropriée. La responsabilité juridique repose sur trois conditions fondamentales qui doivent être réunies simultanément. Première condition, la capacité de discernement. La personne doit avoir l'aptitude mentale nécessaire pour comprendre la portée et les conséquences de ses actes. Cette condition exclut les mineurs très jeunes et les personnes souffrant de troubles mentaux graves. Deuxième condition, la liberté d'action. L'acte doit avoir été commis en l'absence de contraintes majeures. Une personne agissant sous la menace ou dans un état de légitime défense ne peut être tenue pleinement responsable. Troisième condition, le lien de causalité. Il doit exister une relation directe et prouvable entre l'acte commis et le dommage causé. Sans ce lien, aucune responsabilité juridique ne peut être établie. Le processus juridique distingue deux types de responsabilités selon la nature du dommage et l'objectif poursuivi. La responsabilité civile vise à réparer le préjudice subi par la victime. Elle se traduit par le versement de dommages et intérêts ou la remise en état de la situation antérieure. La responsabilité pénale, quant à elle, vise à sanctionner l'auteur de l'infraction au nom de la société. Elle se traduit par des sanctions punitives comme les amendes ou l'emprisonnement. Il est essentiel de distinguer la responsabilité juridique de la responsabilité morale. Tandis que la responsabilité morale relève de la conscience personnelle et du jugement intérieur, la responsabilité juridique s'appuie sur une reconnaissance légale objective et des sanctions concrètes. La responsabilité juridique constitue ainsi un mécanisme essentiel de régulation sociale, permettant d'assurer la réparation des dommages et la sanction des infractions selon des critères objectifs et des procédures établies par le droit. Nous abordons maintenant une question fondamentale. Si nos actes sont déterminés par des causes extérieures, notre responsabilité peut-elle vraiment être engagée? Cette interrogation touche au cœur du débat philosophique et juridique sur la responsabilité. Comment peut-on tenir quelqu'un responsable de ses actes s'il n'en est pas véritablement l'auteur libre? Le déterminisme peut provenir de trois sources principales. D'abord, la nature, notre hérédité génétique, nos instincts biologiques qui influencent nos comportements. Ensuite, la société, notre éducation, notre culture, les pressions sociales qui façonnent nos choix et nos actions. Enfin, l'inconscient, nos pulsions refoulées, nos mécanismes psychiques qui agissent à notre insu, comme l'a montré Freud. Face à ces déterminismes, le droit a développé des mécanismes d'atténuation ou d'exemption de responsabilité. Le système juridique reconnaît que certaines circonstances peuvent atténuer ou supprimer la responsabilité d'une personne. Premier cas, la minorité. Les mineurs ont une capacité de discernement limitée, ce qui justifie un traitement juridique spécifique. Deuxième cas, la maladie mentale. L'altération des facultés mentales peut conduire à une irresponsabilité pénale ou à une atténuation des sanctions. Troisième cas, les contraintes majeures. La force majeure, la contrainte physique ou morale peuvent exonérer de responsabilité. Examinons plus en détail ces mécanismes juridiques d'atténuation de responsabilité. La responsabilité juridique repose sur plusieurs critères fondamentaux. La capacité de discernement, la liberté d'action, le lien de causalité et l'intentionnalité. La question de la maladie mentale illustre parfaitement ces enjeux complexes. En matière de maladie mentale, le droit distingue plusieurs situations. La non-culpabilité pour aliénation mentale, l'incompétence à subir un procès et les facteurs atténuants lors du prononcé de la peine. Ces mécanismes juridiques soulèvent une question philosophique fondamentale sur la nature de la liberté humaine. La philosophie et le droit cherchent un équilibre entre la reconnaissance des déterminismes qui pèsent sur l'individu et le maintien d'une responsabilité nécessaire au fonctionnement social. En conclusion, la responsabilité atténuée reconnaît que la liberté humaine n'est ni absolue ni inexistante, mais graduée selon les circonstances.
Cette approche nuancée permet de concilier justice et compréhension des limites de l'action humaine. La responsabilité collective soulève des questions fondamentales. Un groupe peut-il être tenu responsable de ses actions? Cette notion complexe concerne les peuples, les États et les entreprises. La responsabilité collective implique qu'un groupe assume collectivement les conséquences de ses actions. Chaque membre du groupe partage cette responsabilité, dépassant ainsi le cadre purement individuel. Trois types d'acteurs principaux sont concernés par la responsabilité collective. Les peuples face aux crimes historiques, les États dans leur politique publique et environnementale, et les entreprises dans leur impact social et écologique. Les crimes contre l'humanité illustrent parfaitement la responsabilité collective. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement ou la réclusion à vie. Les États peuvent être tenus collectivement responsables devant les tribunaux internationaux. La responsabilité écologique collective s'illustre par la responsabilité élargie du producteur. Ce concept implique tous les acteurs dans le cycle de vie des produits, de la fabrication au recyclage, créant une chaîne de responsabilité partagée. La responsabilité ministérielle collective illustre comment un gouvernement assume collectivement ses décisions. Tous les ministres sont solidaires, avec certaines exceptions comme les référendums ou les votes libres. La responsabilité collective soulève plusieurs défis majeurs. La dilution de la responsabilité individuelle, la difficulté d'attribution des fautes et l'équilibre délicat entre justice individuelle et collective. Ces enjeux complexes nécessitent une réflexion approfondie sur nos systèmes de responsabilité. Hans Jonas, philosophe allemand du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension de la responsabilité en l'étendant aux générations futures et à l'environnement. Jonas développe le principe de responsabilité, un impératif éthique fondamental qui nous oblige à considérer les conséquences à long terme de nos actions sur l'humanité future. Cette responsabilité s'étend particulièrement à l'éthique environnementale. Jonas souligne que nos actions présentes déterminent les conditions de vie des générations à venir. Jonas met en garde contre les dangers de la technologie moderne. Chaque innovation technologique est une épée à double tranchant qui peut améliorer ou menacer l'existence humaine. L'impératif catégorique de Jonas nous demande d'agir de manière à ce que l'humanité puisse continuer d'exister sur Terre de façon authentique, en préservant sa dignité et ses valeurs essentielles. Cette vision de Jonas transforme notre compréhension de la responsabilité en l'étendant dans le temps et l'espace, nous rendant comptables non seulement de nos actes présents, mais aussi de leur impact sur l'avenir de l'humanité. La responsabilité est un concept complexe qui se manifeste sous plusieurs dimensions interconnectées. Cette synthèse présente les 4 dimensions principales qui structurent notre compréhension de la responsabilité. La première dimension est la responsabilité morale, fondée sur le devoir et la conscience. Elle implique l'autonomie de la volonté et l'adhésion à une loi morale universelle, comme l'a théorisé Kant. La deuxième dimension est la responsabilité juridique, qui concerne la réparation des dommages et l'application de sanctions légales. Elle nécessite l'établissement d'un lien de causalité entre l'acte et ses conséquences. La troisième dimension est la responsabilité collective, qui reconnaît que certaines responsabilités sont partagées au sein d'un groupe, d'une organisation ou d'une société. Elle implique une solidarité dans l'action et ses conséquences. La quatrième dimension est la responsabilité envers les générations futures, développée par Hans Jonas. Elle étend notre responsabilité dans le temps et l'espace, particulièrement concernant l'environnement et le développement durable. Ces 4 dimensions ne sont pas isolées, mais forment un système interconnecté. La responsabilité morale influence la responsabilité juridique, qui à son tour impacte la responsabilité collective et notre responsabilité envers l'avenir. Au centre de ces dimensions se trouvent les valeurs fondamentales qui guident l'exercice de la responsabilité. L'éthique, la qualité, la créativité et la productivité, toutes unies par le principe de responsabilité. Cette synthèse révèle que la responsabilité est un concept multidimensionnel qui structure notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes.
Chaque dimension apporte sa spécificité tout en contribuant à une compréhension globale de ce que signifie être responsable. La réflexion sur la responsabilité ne s'arrête pas aux définitions classiques. Elle ouvre de nouveaux horizons vers des enjeux contemporains cruciaux qui redéfinissent notre compréhension de l'éthique dans le monde moderne. Premièrement, l'éthique environnementale et technologique représente un défi majeur de notre époque. Les avancées technologiques transforment notre rapport à l'environnement et créent de nouvelles formes de responsabilité. Les tendances technologiques durables illustrent cette convergence entre innovation et responsabilité environnementale. Chaque avancée technologique soulève des questions éthiques fondamentales. Deuxièmement, la responsabilité sociale des entreprises devient un pilier central de l'éthique moderne. Les entreprises ne sont plus seulement des entités économiques, mais des acteurs sociaux avec des obligations morales étendues. Cette pyramide illustre les différents niveaux de la responsabilité sociale des entreprises, depuis les politiques de travail éthiques jusqu'aux projets caritatifs et initiatives communautaires. Enfin, ces nouvelles perspectives révèlent des tensions fondamentales qui traversent notre société contemporaine. Ces oppositions structurent les débats éthiques actuels. L'individu face à la société, le choix face à la contrainte, la liberté face à l'inévitabilité. Ces tensions définissent l'espace dans lequel s'exerce la responsabilité moderne. Ces trois dimensions, éthique environnementale, responsabilité des entreprises et tension sociale, sont profondément interconnectées. Elles forment un réseau complexe de responsabilités qui caractérise notre époque. Cette ouverture vers l'éthique contemporaine montre que la responsabilité n'est plus seulement une question individuelle ou collective traditionnelle, mais un enjeu global qui nécessite une approche intégrée et multidimensionnelle. En 2025, la responsabilité sociale des entreprises représente un tournant majeur dans le monde des affaires. Elle n'est plus considérée comme une simple tendance marketing, mais comme un véritable impératif stratégique. Cette transformation s'explique par trois facteurs déterminants qui redéfinissent complètement l'approche des entreprises en matière de responsabilité sociale. Premier facteur, les réglementations gouvernementales deviennent de plus en plus strictes, obligeant les entreprises à respecter des standards environnementaux et sociaux élevés. Deuxième facteur, les consommateurs sont mieux informés et privilégient les marques qui démontrent un engagement authentique envers la durabilité et l'éthique. Troisième facteur, les investisseurs intègrent désormais les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans leurs décisions d'investissement. Ces facteurs convergent vers 5 tendances clés qui définissent la RSE moderne. Examinons chacune d'entre elles en détail. La première tendance concerne la durabilité environnementale. Les entreprises investissent massivement dans la réduction de leur empreinte carbone, adoptent des modèles d'économie circulaire et s'orientent vers les énergies renouvelables. La deuxième tendance porte sur l'adoption de technologies innovantes pour améliorer l'efficacité et la transparence des pratiques RSE. La troisième tendance concerne l'engagement accru des parties prenantes. Les entreprises développent des relations plus étroites avec tous leurs partenaires. La quatrième tendance met l'accent sur l'équité et l'inclusion. Les entreprises reconnaissent que la diversité est un facteur clé de performance et d'innovation. Enfin, la cinquième tendance concerne la gestion de l'impact environnemental mondial. Les entreprises adoptent une approche holistique qui dépasse leurs frontières géographiques. Ces 5 tendances convergent vers une nouvelle conception de l'entreprise responsable. En 2025, la RSE devient le pilier central de la stratégie d'entreprise, créant de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. La lutte contre le greenwashing est devenue un enjeu majeur de la responsabilité sociale des entreprises. Cette pratique trompeuse consiste à exagérer ou falsifier les efforts environnementaux pour améliorer l'image de marque. Le greenwashing, ou éco-blanchiment en français, désigne une stratégie marketing où les entreprises présentent une image écologique trompeuse. Elles utilisent des termes vagues, des couleurs vertes et des symboles naturels pour masquer leurs véritables pratiques environnementales.
Les entreprises utilisent plusieurs tactiques de greenwashing. Premièrement, l'utilisation de termes vagues comme naturel ou écologique sans certification. Deuxièmement, la mise en avant d'un seul aspect positif pour masquer des pratiques polluantes. Troisièmement, l'utilisation d'images de nature sans lien avec leurs activités réelles. Comment identifier le greenwashing? Plusieurs signaux d'alarme existent. Méfiez-vous des termes vagues sans preuve concrète, des entreprises qui mettent en avant un seul produit vert parmi des centaines polluants et de l'absence de certification reconnue ou de données transparentes. La transparence est l'arme principale contre le greenwashing. Les entreprises authentiquement responsables publient des rapports détaillés, obtiennent des certifications indépendantes et permettent la vérification de leurs claims environnementaux par des tiers. La lutte contre le greenwashing est cruciale pour l'avenir de la responsabilité environnementale. Elle protège les consommateurs, encourage l'innovation véritable et garantit que les efforts environnementaux soient authentiques et mesurables. Sans cette vigilance, les véritables progrès écologiques seraient compromis. Emmanuel Kant révolutionne la philosophie morale en fondant la responsabilité sur l'autonomie de la volonté. Pour Kant, être véritablement responsable signifie obéir à une loi morale que nous nous donnons à nous-mêmes. L'autonomie, du grec autos qui signifie soi-même et nomos qui signifie loi, désigne la capacité de se donner à soi-même ses propres règles morales. C'est le fondement même de la responsabilité morale, selon Kant oppose l'hétéronomie à l'autonomie. L'hétéronomie consiste à obéir à des lois externes imposées par l'autorité, la tradition ou les instincts. L'autonomie, au contraire, consiste à obéir à une loi morale que notre raison pratique nous dicte librement. L'impératif catégorique de Kant énonce le principe fondamental de la morale autonome. Nous devons agir uniquement selon des maximes que nous pourrions vouloir voir devenir des lois universelles. Prenons un exemple concret. Puis-je mentir pour éviter de payer une dette? Selon Kant, je dois tester si ma maxime peut devenir universelle. Si tout le monde mentait, la confiance disparaîtrait et les promesses n'auraient plus de sens. Cette contradiction logique révèle que mentir est immoral. L'éthique kantienne repose sur 4 principes fondamentaux. La dignité humaine, qui fait de chaque personne une fin en soi, l'universalité qui applique la même loi morale à tous, l'autonomie qui nous donne la liberté de nous donner notre propre loi, et le devoir qui nous commande d'agir par respect de la loi morale. En synthèse, Kant révolutionne la conception de la responsabilité morale. Pour lui, nous sommes responsables parce que nous sommes autonomes, libres de choisir nos maximes d'action. Mais cette liberté s'accompagne d'une exigence. Nos maximes doivent pouvoir devenir des lois universelles. C'est cette capacité à nous auto-légiférer qui fonde notre dignité et notre responsabilité morale. Jean-Paul Sartre développe une conception radicale de la responsabilité humaine, affirmant que nous sommes absolument responsables de nos choix et de leurs conséquences. Pour Sartre, philosophe existentialiste français, l'être humain est fondamentalement libre, et cette liberté implique une responsabilité totale et inéchappable. Selon Sartre, nous sommes entièrement responsables de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Il n'existe aucune excuse ou justification externe qui puisse nous dédouaner de nos choix. Cette conception se résume dans sa célèbre formule : l'homme est condamné à être libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. L'expression « condamné à être libre » signifie que nous n'avons pas choisi d'exister, mais une fois jetés dans le monde, nous sommes obligés de choisir constamment. Même ne pas choisir constitue un choix. Pour Sartre, choisir, c'est s'engager et engager l'humanité entière. Quand nous faisons un choix, nous affirmons implicitement que ce choix est bon pour tous les hommes. La philosophie sartrienne de la responsabilité se caractérise par son radicalisme. Nous sommes absolument libres et donc absolument responsables, sans possibilité d'échapper à cette condition humaine fondamentale. Hans Jonas, philosophe allemand du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension de la responsabilité en l'étendant aux générations futures et à l'environnement. Dans cette section,
nous explorons la pensée révolutionnaire de Hans Jonas sur notre responsabilité envers l'avenir de l'humanité et de notre planète. Hans Jonas, né en 1903 et décédé en 1993, était un philosophe allemand qui s'est spécialisé dans l'éthique de la technologie et la responsabilité environnementale. Sa contribution majeure à la philosophie morale est son principe de responsabilité, une éthique révolutionnaire pour l'ère technologique. Le principe de responsabilité de Jonas se résume par cet impératif catégorique: agis de façon que l'humanité puisse encore exister sur Terre. Ce principe révolutionnaire étend notre responsabilité morale au-delà du présent. Jonas insiste sur le fait que nos actions présentes ont des conséquences irréversibles sur l'avenir. Nous devons penser aux générations qui ne sont pas encore nées. Jonas met particulièrement l'accent sur l'impact de la technologie. Celle-ci peut être bénéfique, mais elle peut aussi menacer l'existence même de l'humanité et de la nature. Pour Jonas, nous avons une responsabilité particulière envers l'environnement. La nature n'est pas seulement un moyen pour nos fins, mais elle a une valeur intrinsèque que nous devons préserver. Les travaux de Jonas ont profondément influencé l'éthique contemporaine et continuent d'inspirer les politiques environnementales et les réflexions sur la responsabilité collective. En conclusion, Hans Jonas nous rappelle que notre liberté d'action s'accompagne d'une responsabilité immense envers l'avenir. Son principe de responsabilité reste plus pertinent que jamais à l'ère du changement climatique et des défis technologiques. Sigmund Freud révolutionne notre compréhension de l'esprit humain en démontrant que nos comportements ne sont pas entièrement sous notre contrôle conscient. Sa théorie de l'inconscient soulève des questions fondamentales sur les limites de notre responsabilité individuelle. Freud, neurologue autrichien et fondateur de la psychanalyse, développe une théorie révolutionnaire. Une grande partie de nos comportements est déterminée par des processus mentaux inconscients, échappant totalement à notre contrôle volontaire. Pour illustrer sa théorie, Freud utilise la métaphore de l'iceberg. Comme un iceberg dont seule la pointe émerge de l'eau, notre conscience ne représente qu'une infime partie de notre vie psychique. Freud distingue précisément 3 niveaux de conscience. Le conscient contient nos pensées actuelles. Le préconscient stocke les souvenirs accessibles. L'inconscient renferme tout ce qui est refoulé, mais continue d'agir sur nous. Cette découverte bouleverse notre conception de la responsabilité. Si nos actes sont largement déterminés par des forces inconscientes, dans quelle mesure pouvons-nous être tenus responsables de nos comportements? Freud ne nie pas totalement la responsabilité, mais il la nuance. La prise de conscience de nos déterminismes inconscients peut nous permettre de les dépasser partiellement. C'est tout l'enjeu de la psychanalyse. L'apport de Freud est fondamental. Il révèle que la responsabilité humaine a des limites. Nous ne sommes pas maîtres absolus de nos actes, mais la connaissance de nos déterminismes peut nous ouvrir un espace de liberté et de responsabilité authentique.